Merci pour l'invitation. Alors, on m'a dit, il faut que tu parles de toi comme femme en maths. Alors moi, je suis entre maths et informatique, donc je vais parler de moi comme une femme entre maths et informatique. Et j'ai pas vraiment l'habitude de parler de moi dans mes exposés, parce qu'en général, je parle de sciences et justement de ce que je fais en maths. Mais bon, on va voir. Alors, c'est très bien de passer après l'exposé de Clémence, parce que je me suis retrouvée dans absolument tout ce que Clémence a dit. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de ce que je fais, mais je ne vais pas faire vraiment de maths aujourd'hui. Donc, ce que je fais comme discipline, ça s'appelle, dans le domaine des mathématiques, le traitement de signal. Alors, le traitement de signal, c'est effectivement quelque chose qui est entre les mathématiques et l'informatique. Et alors, comme vous voyez, ça permet de faire plein d'équations. Ça, c'est ce que j'aime bien faire. C'est le truc qui m'amuse. J'ai toujours aimé faire ça. Et ça permet d'expliquer des tas de choses. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est d'expliquer comment est-ce que les choses fonctionnent à l'aide d'équations. Et en particulier, eh bien, ça permet d'expliquer quelque chose dont vous avez tous entendu parler aujourd'hui, qui est l'IA, donc l'intelligence artificielle, et en particulier les techniques qu'on appelle d'apprentissage statistique. Alors, à quoi est-ce que ça sert ? Eh bien, ça sert à des tas d'applications. Donc, pour ma part, effectivement, les télécommunications. J'ai beaucoup travaillé sur les antennes de la 5G, c'est-à-dire comment faire que ces antennes consomment moins d'énergie que d'autres antennes qui étaient utilisées pour la 4G. Donc ça, c'est une partie importante de mon travail d'enseignante-chercheuse. Donc j'enseigne, je fais de la recherche dans ce domaine-là, et puis il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce travail d'enseignante-chercheuse, c'est d'encadrer des doctorants et des doctorantes. Donc on en parlera peut-être un petit peu après. Je me suis demandé ce qu'il fallait que je vous dise là-dessus, et je me suis dit, je vais parler un peu de mon histoire. Donc je vais commencer par, est-ce que je savais que je voulais faire ça quand j'avais votre âge ? Alors clairement, absolument pas. J'ai découvert ce que je voulais faire que relativement tard, je dirais vers 28, 29 ans peut-être, 27, pas avant en tout cas. Est-ce que je savais ce que j'aimais vraiment faire ? Absolument pas. J'en avais vraiment absolument aucune idée. Mes passions à l'époque, quand j'avais votre âge, je faisais beaucoup de danse, mais clairement, j'étais absolument pas suffisamment douée pour en faire mon métier. Donc, il fallait vraiment que je fasse autre chose. Je vous rassure, je fais toujours de la danse. De la danse moderne jazz. Mais j'en fais pas mal et j'en ai toujours fait pas mal parce que je trouve que c'est sympa de faire je sais pas, ne pas faire de sport. Alors, quand j'étais au collège, au lycée, donc on vous propose toutes ces matières-là, et puis on vous dit en gros, alors je les ai mis dans un certain ordre relativement arbitraire. Pourquoi ? Parce que, voilà. Alors, le français, la philo, les langues, alors là, c'était mission impossible pour moi. J'ai toujours été absolument nulle dans tous ces trucs-là. Là, vraiment, mission impossible. Tout ce qui est SVT, chimie, économie, histoire, géo, c'est pas que j'étais pas douée, mais franchement, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Ce que j'aimais bien faire quand j'étais à l'école, c'était des maths, essentiellement, la physique. Ouais. Alors ça m'amusait bien. J'aimais bien les équations en maths. Dès qu'il y a eu des équations, je trouvais ça très très rigolo. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire ? Je me suis posé assez longtemps la question. Donc, je ne savais vraiment pas ce que j'avais envie de faire. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il y a des gens qui vous disent, les super scientifiques, ils savent à l'âge de 8 ans qu'ils veulent faire un truc. Non, moi, absolument pas. Alors, je me suis dit, comme je ne sais pas, je vais essayer de faire quelque chose qui conserve ce que j'ai envie de faire et puis qui écarte le plus possible ce que j'aime pas faire ou ce que j'ai pas envie de faire. Donc très très clairement, je savais que français, philo, maths, non.
SVT chimie, pas vraiment. Donc j'ai essayé d'écarter ça au fur et à mesure. Donc j'ai fait un lycée avec un bac plutôt avec des options scientifiques. Je pense qu'aujourd'hui je ferai maths et physique. Bon, il y a la chimie, mais voilà, le monde il n'est pas parfait. Des fois on est obligé de faire des trucs qu'on n'aime pas trop faire. Donc voilà. Désolée pour les profs de physique-chimie qui auraient dans la salle. Voilà, donc j'ai fini par faire une classe préparatoire en grandes écoles d'ingénieurs. C'était pas très clair, mon prof de maths m'avait dit est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez travailler plus, étudier plus que ce que vous avez fait en terminale? J'avais pas des super notes. Et là je me suis dit j'en sais rien, j'avais jamais essayé. On peut pas savoir. Après coup, je peux vous dire, oui, j'étais capable de travailler beaucoup plus que ce que j'ai fait, que ce que je faisais en terminale, puisque je me suis rendu compte que j'avais jamais travaillé en terminale. Donc voilà, oui, on peut. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pu. Après, j'ai été choisir une grande école d'ingénieurs. Alors là-dessus, beaucoup de gens choisissent les écoles qui sont les mieux classées, les mieux... Polytechnique, les mines, enfin des trucs comme ça. Alors je ne suis pas rentrée à Polytechnique parce que, vous voulez tout savoir, je me suis plantée en français, en sport et en je ne sais plus quoi. Par contre j'ai eu 20 en maths, mais bon, ça n'a pas suffi. Tant pis. Mais je me suis dit, il me faut une école d'ingénieur qui m'intéresse. Alors j'avais visité un petit peu différentes écoles, et puis il y en avait une qui faisait des télécoms que je trouvais sympa. Alors j'y suis allée, et puis c'était pas mal, quoi. Franchement, c'était sympa. Quand j'y étais, à nouveau, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc ingénieur, donc la plupart des gens, des élèves qui font une école d'ingénieur, ils deviennent ingénieurs dans une entreprise. Il y en a quelques-uns qui créent des startups, et puis, il y en a encore quelques-uns qui font un doctorat. Et là, moi, j'ai un peu regardé tous ces gens-là, enfin, les anciens diplômés, mes copains, mes copines. Et puis, la première chose que j'ai constatée, c'est que beaucoup de ceux qui allaient en entreprise s'ennuyaient. Parce qu'ils avaient un travail à faire qui était fais ça, fais ci. Mais bon, à la fin de la journée, ils n'avaient pas l'impression de s'être beaucoup amusés. Et ça, je me suis dit, non, c'est pas très drôle, enfin, ça n'a pas l'air drôle. Moi, j'avais envie de m'amuser. Et puis, ceux qui s'amusaient, c'est ceux qui créaient les startups et ceux qui allaient faire des doctorats. Ça, c'était mon constat sociologique de l'affaire. Bon, créer une start-up, ça me disait rien. C'est sans doute très très bien, mais ça me disait absolument rien. Et du coup, j'ai été faire un doctorat parce que dans ceux qui s'amusaient, il y avait ceux qui allaient faire un doctorat. Alors pour faire un doctorat, souvent il faut faire ce qu'on appelle un master 2 en termes de recherche. Je me suis dit, mais pourquoi? Alors là, je vous emprunte une slide du master recherche dans lequel j'interviens à Cergy, qui s'appelle Systèmes intelligents et communicants. Et ce qu'on explique à nos étudiants, c'est que c'est pour ceux qui veulent approfondir et puis aller vers de la recherche ou de l'innovation, soit dans le milieu académique, soit dans le milieu industriel. Le but, c'est d'acquérir une démarche dite de recherche, c'est-à-dire se creuser la tête, une méthodologie de travail. Ça me paraissait bien, donc j'ai fait un truc comme ça. Donc j'ai fait un doctorat. Le doctorat, c'est donc doctorat, PhD en anglais, thèse, tout ça, ça veut dire la même chose. Dans les choses qu'il y a de sympa là-dedans et dans les métiers de la recherche, c'est que ça permet de faire de l'international. Alors ça me plaisait beaucoup, d'aller me balader un peu partout dans le monde. Donc si je regarde, moi j'ai été au Japon, aux États-Unis, en Australie, pour des séjours longs, 6 mois, 1 an à chaque fois. Mais j'ai aussi été me balader dans tout un tas d'autres pays. Et pour faire tout ça, il y a une chose qui est absolument indispensable, c'est de parler anglais. Donc ça m'a donné quelque chose de très fort dans le fait de parler anglais relativement couramment. On peut le faire éventuellement avec d'autres langues, mais c'est vrai que la langue internationale, c'est quand même pas mal l'anglais. Ça permet
d'acquérir une vraie expertise dans un domaine très pointu. Donc ça, c'était plutôt sympa, de vraiment approfondir un truc, d'écrire des articles, de faire des conférences, et puis, suivant ce qu'on veut, start-up, brevet, enseignement, etc., etc. Paraissait sympa, donc moi, j'ai continué là-dedans. Alors, j'ai pris, pour illustrer un petit peu mon parcours à moi. Donc, après mon doctorat, je suis partie 1 an aux États-Unis, à l'université de Cornell. Donc, là-haut, là, ce que vous voyez, c'est l'équipe dans laquelle j'étais pendant mon post-doctorat. Donc, par ici. Alors, si vous regardez, on est beaucoup de femmes, hein, dans l'équipe, hein, mais voilà, c'était comme ça ressemblait à ça, l'équipe. Voilà. Et puis, je suis revenue en France, j'ai eu un poste en France, un poste de ce qu'on appelle maîtresse de conférence, donc à Cergy, à l'endroit où je suis encore. On m'avait dit, attention, la recherche, il y a de la précarité, etc. Alors, c'est certainement vrai dans un certain nombre de domaines, mais pas trop dans les nôtres, en tout cas pas actuellement. Donc, dans le domaine, je dirais, des mathématiques appliquées, du signal, de l'image, de l'IA, il n'y a pas vraiment de précarité dans ces trucs-là. Donc, c'était relativement facile de trouver un poste, et c'est encore le cas aujourd'hui. Je suis assez rapidement devenue responsable de l'équipe dans laquelle j'étais, ce qui m'a permis de recruter plein de membres dans l'équipe. Donc aujourd'hui, on est une vingtaine. Et truc assez amusant, mais je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que j'en suis coupable, mais dans l'équipe dont je fais partie, on a une majorité de femmes. Ce qui est très sympa, parce que en termes, je dirais, d'ambiance d'équipe, alors quand je dis on est une majorité, c'est qu'on n'est plus une, hein, mais c'est quand même la seule équipe en France et en Europe qui est dans ce cas-là, dans le domaine du traitement de signal et des télécommunications. Et donc vous avez une petite photo de quelques-unes de mes collègues. Voilà. Donc j'ai été directrice d'ETIS, hein, comme ça a été dit. Donc c'est un labo, à l'époque ça faisait 110 personnes, maintenant 150. Évidemment, pas vraiment une majorité de femmes dans le total du laboratoire. Hein. Et je peux vous dire que ça a posé des problèmes à certains hommes d'avoir comme directeur une directrice. Mais bon, il fallait bien qu'ils fassent avec. Moi, ça allait bien, donc tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à voter pour quelqu'un d'autre au moment de l'élection. Mais voilà, ça a été moi. Alors, à la question de est-ce que j'ai connu des adversités dans le cadre de ce parcours-là, oui, clairement oui. Alors, ça a commencé en physique, en 3e. Alors, c'était un prof de physique qui nous faisait la physique, mais qui nous faisait aussi une option d'ingénierie mécanique. Alors, je pense que c'est un truc qui est révolu maintenant, parce que vous êtes jeunes, et j'espère que ça va mieux pour vous, mais moi, à l'époque, on avait le choix entre une option d'ingénierie mécanique et une option broderie. Alors, moi, personnellement, j'avais essayé la broderie, et je peux vous dire, ça, c'est vraiment pas pour moi. Alors là, clairement, non. Donc, j'avais été faire ingénierie mécanique, ça paraissait beaucoup plus sympa. On apprenait à réparer des moteurs de scooters, et franchement, c'était sympa. Mais ce prof-là avait vraiment pas aimé que dans sa classe d'ingénierie mécanique, il y ait une fille. Et il m'avait expliqué que, 1, c'était absolument pas fait pour moi, et que 2, une fille, ça pouvait absolument pas faire ce genre de domaine, et puis du coup, la physique aussi. Alors, ça a eu un effet sur moi, c'est que j'ai voulu lui prouver qu'il avait absolument tort. Donc, de mon année de 3e, je crois qu'il n'y a pas une matière que j'ai plus étudiée que la physique, parce que vraiment, j'avais envie de lui dire qu'il avait tort. Donc, on a passé le brevet de physique, et j'ai eu la meilleure classe de mon collège au brevet de physique.
Et je suis allée lui donner ça. Je me rappelle, je suis arrivée à son bureau, je lui ai dit, vous avez vu, moi j'ai réussi. Donc ça, je pense que ça a été la première fois de ma vie où je me suis confrontée vraiment à un truc de ce type-là, voilà, de quelqu'un qui me disait, c'est pas possible. J'ai eu un prof de maths de prépa qui n'était pas vraiment top là-dessus, mais bon, il était con, donc c'est pas très grave. Je me suis dit qu'il était con, et voilà, désolée. Mais il y a aussi des profs qui sont cons, qui sont plutôt rares. Ma mère m'a dit, fais ce que tu veux, sauf de la recherche. Alors, c'était pas spécialement parce que j'étais une femme, mais c'était surtout parce qu'elle trouvait que c'était une carrière très précaire. Et donc, elle m'a dit, essaye de trouver plutôt un emploi avec de la sécurité plutôt que quelque chose d'aussi précaire que de la recherche. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas toujours écouté ma mère. Mais, alors, j'ai quand même commencé par passer mon diplôme d'ingénieur. Ça, c'était pour la sécurité. Puis après, je me suis dit, j'ai envie de faire de la recherche, donc je vais faire de la recherche. Quand on augmente, quand on avance dans la carrière, comme ça a été dit, il y a ces effets de plafond de verre et tout ça. Et donc, il y a des collègues jaloux, en particulier des hommes, qui m'ont expliqué à plusieurs reprises qu'effectivement, il y avait des gens plus anciens que moi qui méritaient sans doute plus les avancements de carrière que je venais d'avoir. Bon, je crois pas que ça soit vrai. Donc, disons, à l'époque où j'ai eu la promotion, c'était des concours ouverts et visiblement, quand on regardait les qualités des dossiers, le mien était meilleur. Donc, je me suis dit que c'était juste parce qu'ils étaient jaloux et tant pis pour eux. Alors, est-ce que j'ai reçu de l'aide avec tout ça ? Oui, j'ai eu plein de super profs. Donc, j'ai mis les photos de quelques-uns là parce que c'est des gens super qui m'ont donné des super conseils. Aussi ma famille, mon mari qui est roboticien, mes enfants, tout ça. Enfin voilà, c'est bien d'être bien entouré, donc c'est plutôt sympa dans la vie. Je pense que c'est vrai pour tout le monde. Alors tout ça, ça m'a donné une envie un peu évidente de participer à des actions pour les femmes en sciences. Donc j'ai fait tout un tas de choses localement à Cergy. Donc j'ai créé un prix pour les jeunes femmes en sciences, parce que je pense que c'est effectivement pour les jeunes qu'il faut aider. J'ai en particulier participé à un projet qui est vraiment super, qui s'appelle Science Taille XXL, qui est fait par l'association Femmes et Sciences et puis par le CNRS. Donc ça nous a donné tout un tas d'occasions. Donc il y a un bouquin, des expos, il y a eu des conférences à la Cité des Sciences et de l'Industrie, enfin vraiment tout un tas de trucs très sympas qui permettent de voir tout un tas de métiers différents de femmes en sciences dans toute leur diversité, dans tout ce que l'on peut faire. Donc ça, je trouvais ça très chouette. Pour finir, je ne suis pas Marie Curie. Je ne le serai jamais, je n'aurai pas de prix Nobel, ça c'est certain. Je ne suis pas non plus Wonder Woman. Voilà, je suis une enseignante-chercheuse normale en traitement de signal entre mathématiques et informatique dans un chouette laboratoire ETIS à Cergy. Je suis relativement investie, je ne m'ennuie pas. Je suis aussi une femme, j'ai 2 enfants, un peu plus grands que vous. Je fais du sport, toujours, de la danse. J'adore encadrer des doctorants et des doctorantes. Alors, j'ai pas mis la photo de tous, mais c'est vraiment un des trucs que j'adore, c'est de bosser avec, de faire des recherches avec des jeunes gens. Donc quand ils sont en doctorat, ils ont typiquement 23, 24 ans par là. Donc ils vous paraissent vieux, mais c'est des jeunes en recherche. Et ce qu'ils apprennent à faire, c'est de faire un compagnonnage pour faire de la recherche, c'est-à-dire qu'ils apprennent en faisant avec nous et en apprenant avec les plus anciens comment faire de la recherche. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc voilà, c'est vraiment le truc le plus sympa, je crois, de notre métier.
Et pour faire ça, je pense que ce qui est important, c'est d'étudier ce qui plaît. Enfin, moi, il y a un truc qui est très très important, c'est de m'amuser, c'est-à-dire de faire ce qui me plaît sans se mettre de barrière. Donc, je dirais, si c'est une leçon, c'est ça. Oui, il y a des adversités. Je pense qu'on peut en profiter pour devenir plus fort. Mais je suis d'accord aussi que s'il y en avait un peu moins, ça serait plus sympa. Mais il y a aussi plein d'opportunités. Parce que le fait est que, comme on n'est pas très nombreux, on se fait un peu plus vite remarquer. Et ça, c'est une vraie opportunité qu'il faut saisir. Parce que du coup, on est assez facilement plus visible. Alors, ça peut avoir un côté intimidant. Je pense que si on m'avait dit quand j'avais votre âge que j'allais raconter mon histoire là comme ça devant un amphi à plein de gens, j'aurais dit non, pas vraiment. Je préférais me cacher quelque part plutôt que de faire ça. Mais voilà, il y a plein d'opportunités. Faut pas se braquer sur faire un truc en particulier. Il y a un moment où on a envie de faire des choses. L'essentiel, c'est de faire des choses où on s'amuse bien. Et puis, y a plein de trucs très sympas à faire dans la vie. Donc, voilà. Si vous voulez aller plus loin, il y a tout un tas de choses. J'ai mis trois exemples là-dessus, d'exemples de femmes relativement normales, mais qui font des trucs sympas dans des domaines entre mathématiques et sciences informatiques. Donc à ITIS, on a fait un petit book et puis une vidéo. Donc il y a le projet Science taille XXL, j'ai oublié le taille. Et puis il y a le CNRS qui a fait une BD qui s'appelle Les décodeuses du numérique, qui est vraiment très sympa aussi et qui montre tout un tas d'exemples de femmes et de domaines dans lesquels elles font des recherches très sympas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Inba. Bonjour. Est-ce que votre mère, elle n'est pas contente que vous faites de la recherche ? Elle s'en est remise. Je pense que, en fait, ce qui lui faisait peur, c'est que j'ai du mal à trouver un job, parce que dans la presse, on entend beaucoup parler de la précarité des métiers de la recherche, et donc elle voulait pas d'un truc dur. Enfin, elle avait peur que si je faisais un truc dur, j'ai du mal. Et je pense, comme beaucoup de parents, elle est plutôt du genre à essayer de faire que de me protéger, et puis d'essayer de faire que ça soit facile pour moi. Alors, je dirais dans le domaine du traitement de signal, de l'apprentissage, de l'IA, c'est quand même plutôt facile dans tous ces domaines-là des sciences de trouver un job, que ça soit dans l'industrie ou dans le milieu académique. Donc, j'ai jamais eu de problème pour trouver un job. Donc, elle a été rassurée. Ça fait un bout de temps que j'ai un job, ça va bien. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Le monsieur qui est juste là, avec la blouse bleue, il nous avait dit que vous travaillerez sur la 6G. Est-ce que c'est vrai ? Ah, ça, c'est une bonne question. Justement, on y travaille, on fait de la recherche, donc on ne sait pas pour le moment. Donc là, on a un petit exemple en bas à droite de ce que c'était. Donc la 4G, c'était des antennes qui arrosaient partout. Donc il y avait plein de radiations qui allaient dans un peu tous les sens. C'était aussi très très mauvais en termes de consommation énergétique. Donc dans la 5G, on a travaillé sur le fait de faire que les radiations soient beaucoup plus pointues depuis la station de base vers les différents téléphones portables. Donc il y a moins d'arrosage de radiation à l'extérieur. Sur la 6G, ce sur quoi on est en train de travailler actuellement, c'est d'essayer de rendre ces systèmes à ce qu'ils consomment moins d'énergie, à ce qu'ils soient plus sécurisés, et que il y a plein de challenges possibles. Donc un des challenges étant par exemple que quand il y a des gens qui assistent à un match ou un concert ou un truc, un petit événement,
En général, tout le monde prend son téléphone portable, filme à peu près la même scène, enfin je pense que vous avez tous fait ça, et cette même scène, elle est retransmise par plein de gens en même temps, à plein d'interlocuteurs. Et donc une des questions, c'est comment faire, ça consomme plein d'énergie, ça fait plein de radiations qui sont transmises. Donc une des questions, c'est comment faire pour qu'il y ait moins de transmission de tous ces signaux-là, donc pour être plus efficace dans les transmissions. Okay, Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que vous aimez faire ce qui vous amuse, mais si vous devriez faire quelque chose qui ne vous amuse pas, est-ce que vous le faites quand même? Alors c'est une bonne question. Alors je pense que quand on fait un job qui globalement vous amuse, il y a forcément une partie du temps où il y a des trucs qui ne nous amusent pas. Je dirais que ça ne peut pas être 100% du temps amusant, c'est clair. Il me semble qu'il faut qu'il y ait quand même une majorité du temps où ça soit amusant. Donc voilà, moi c'est un peu ce qui a guidé ma carrière globalement, c'est de trouver des choses qui m'amusent une partie importante du temps. Moi j'essaye de passer le moins de temps possible sur les choses pas amusantes et le plus de temps possible sur ce qui m'amuse. Bonjour, vous pensez elle sortira dans combien de temps la 6G? Alors, le truc qu'il y a, c'est que vous avez tous entendu parler de la 5G. Il y en a une petite partie qui est sortie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la partie qui est sortie, c'est ce qu'on appelle la 5G NR, c'est-à-dire que c'est vraiment la version de base où il n'y a qu'une toute petite partie des fonctionnalités qui ont été développées pour la 5G. Et dans les années entre maintenant et puis dans les 10-15 prochaines années, vont sortir aussi des fonctionnalités supplémentaires qui vont être développées. Et à un moment donné de ce truc-là, les industriels vont sortir quelque chose qui sera la 6G, mais à nouveau, elle va sortir. Quand elle va sortir, ça va ressembler beaucoup à certains éléments de la 6G avec un petit truc en plus. Donc ça marche toujours un peu par truc comme ça. Donc je ne peux même pas vous dire qu'aujourd'hui la 5G soit réellement sortie. C'est pas ce qu'ils nous disent dans la pub, mais ça c'est juste de la pub. Donc la 5G, peut-être les premiers éléments, ils disent peut-être 2030, mais bon. Merci. D'autres questions, d'autres remarques? Non? Eh bien, merci encore une fois, Inbar.